C'est une étude, ma foi, assez édifiante sur la facture de l'impôt sur la fortune pour l'économie française. Depuis sa création il y a plus de 40 ans, eh bien, ses effets, son impact est assez délétère, nous dit l'Institut Rexecode. Bonjour Charles. Bonjour David, bonjour à tous. Charles Sana, fondateur du site Insolentiae. On va rentrer dans le vif de cette note, mais certains diront que comme cette étude a été publiée et pondue par un institut qui est proche du patronat, Rexecode, donc c'est un peu biaisé, que c'est un peu jugé parti. Est-ce que c'est recevable comme argument? Puisqu'ils nous disent qu'en gros, ça a coûté plus cher que ce que ça a rapporté à l'État français et à l'économie française. Est-ce que sur le principe déjà... Non, Ouais. c'est pas recevable comme argument, David. Alors, pour celui qui veut pas aller chercher plus loin dira ça, et celui qui veut se rassurer à bon compte n'a qu'à clore le débat en disant de toute manière, ils sont de droite, ils sont libéraux, donc c'est normal, donc j'écoute pas. Et puis ceux qui ont vraiment envie de réfléchir et qui ont en plus une véritable vision sociale, hein, c'est-à-dire que posons-nous vraiment la question de comment fait-on pour lutter contre les inégalités, parce que je vais vous le dire, David, nous sommes dans le pays le plus égal au monde, le plus taxé et le plus redistributif. Et pourtant, nous avons toujours des inégalités et des inégalités qui vont croître de manière croissante, soi-disant. Donc, on a un vrai sujet intellectuel, économique, philosophique, social, devant se poser cette question. Donc, il ne faut pas faire l'économie de la question. Est-ce que la fiscalité et est-ce que les bons sentiments font les bonnes politiques? Est-ce que la manière dont on adresse aujourd'hui, à travers nos politiques publiques, le sujet des inégalités, est-ce que nous le faisons bien? Et compte tenu de ce que ça nous coûte, est-ce que nous pourrions faire mieux? C'est quand même légitime de se poser toutes ces questions, d'ouvrir le débat. Et donc Rexecode a le mérite de dire, attention, en fait, cet impôt sur la fortune, depuis 1982 qu'il existe. Nous en sommes à la 204e version, tellement on n'arrive pas à trouver le bon compromis et le truc qui marche. Il rapporte tellement peu et il fait fuir tellement de gens que tout ça, Oui, finalement, est assez contre-productif. j'entends Et Charles, mais c'est après, intéressant. quand celui qui a pendu la note, dont le nom m'échappe, dit le bilan de ces 40 années est simple, l'ISF a échoué sur tous les tableaux. On se dit que c'est un peu excessif, quand même, Non, non? non, David, d'un point de vue objectif, c'est totalement vrai. J'irai même plus loin que l'auteur de cette note. Je dirais que nos politiques publiques, globales, générales, depuis 50 ans, n'ont pas réussi à assurer à la fois un développement économique sain, on a 3 500 milliards d'euros de dette, et à la fois un combat juste et nécessaire contre les inégalités. Et pourquoi? Parce que la réponse, elle est assez simple, David. C'est qu'on ne combat pas les inégalités qu'en regardant l'inégalité financière. L'inégalité, elle est plurifactorielle. Et donc, vous avez l'inégalité d'origine sociale, vous avez l'inégalité éducative, vous avez l'inégalité culturelle, vous avez l'inégalité religieuse, vous avez qui peut rentrer dans l'inégalité culturelle, vous avez l'inégalité comportementale. Donc, toutes ces inégalités-là, les politiques publiques sont extrêmement démunies pour faire autre chose que de la redistribution. Et j'en veux, David, un chiffre qui devrait alimenter tous les débats politiques et économiques aujourd'hui en France. Les inégalités de revenus avant redistribution, c'est de 1 à 18 en France. Hein, toujours d'après cette étude Rexecode, mais vous verrez, ce chiffre est le même partout. Après redistribution, c'est de 1 à 3. C'est un chiffre qui tend tellement vers l'égalité qu'il est cause et source de tous nos problèmes. C'est ça le mouvement Nicolas qui paye. Nicolas, il dit, mon travail à moi et mes efforts à moi, ils ne payent plus. Parce que je travaille ou que je travaille pas, l'écart, il va être que de 1 à 3 entre actif et inactif, quelle que soit la cause d'activité et quelle que soit la cause d'inactivité. Vous avez bien compris, on n'est pas dans le jugement et la moraline, on est dans l'analyse économique. Et quand vous n'avez plus qu'un rapport de 1 à 3 après redistribution au lieu de 1 à 18, ça veut dire que pour passer de 1 à 18 à 1 à 3, il faut une fiscalité qui est totalement délirante et qui représente quasiment Hmm. 60% du PIB. Mais ce que nous Et dit... sur ces Ouais. 60% du PIB, David, l'ISF
Or, c'est pas C'est entre 60% du 0,1 PIB. et 0,2. Le prélèvement obligatoire en rapporté au PIB, c'est 45-44% du PIB, on n'est pas à 60. La dépense publique, David, Pardon. c'est 56. 57% du 56 et PIB. quelques, ouais. Ça, c'est juste, D'accord? ça, c'est juste. Donc 57% du PIB, vous avez effectivement ce qui est prélevé, et puis vous avez ce qu'on n'est plus capable de financer et le recours à la dette, et vous avez à peu près, avec la différence, Charles, votre ouais. endettement public et parapublic. Charles, sur ce que ça rapporte, l'impôt sur la fortune, ce que nous dit le Rexecode, c'est que finalement, ça rapporte pas tant que ça. Entre 2 et 5 milliards d'euros par an, Ouais. c'est pas rien, c'est toujours ça, contre 6 à 8 milliards d'euros, alors tenez-vous bien, de recettes fiscales perdues. C'est pas un peu spécieux déjà comme concept de recette fiscale perdue? Et au-delà de se dire, comment on calcule une recette fiscale perdue? Alors, écoutez, moi je me suis amusé à mes moments perdus et pendant mes longues soirées d'hiver quand je m'ennuie à travailler à titre personnel, enfin j'en ai même pas fait d'article ou de papier au sujet, mais à essayer de chiffrer, de quantifier ce qu'on appelle la perte d'opportunité avec tous nos concitoyens. Alors c'est pas tout à fait le même travail que Rexecode, mais la logique est assez identique. Ce que représenterait la richesse qui aurait dû être créé par tous nos concitoyens qui sont partis à l'étranger. Ils sont 20 000, pardon, ils en parlent, le Rexecode. Ils disent qu'en 40 ans, la France a vu s'exiler 20 000, alors pour le coup, très gros contribuables, donc redevables de l'ISF. Et là, pour le coup, ils disent que ça Oui, fait 72 milliards d'euros d'assiette fiscale qu'on ne peut plus taxer qui s'est barrée. oui, mais je suis pas d'accord avec eux. Je pense que le travail doit être beaucoup plus large et on doit prendre tous les Français qui partent et tous les jeunes Français qui partent après avoir fait Polytechnique, HEC, etc. et toutes nos grandes écoles et avoir eu un doctorat en intelligence artificielle qui sort de nos universités que nous avons formés et qui vont travailler aux États-Unis. Et là, vous avez à peu près 1,5 million de Français qui sont partis. Et 1 million de Français générant 100 000 euros de PIB par an, eh ben, vous avez une petite idée de ce que ça peut représenter en perte d'opportunité pour l'économie Bien française. Et sûr, quand je mais dis on ne peut 100 pas 000 le euros, calculer. c'est extrêmement bas. Charles, on ne peut pas le calculer. Ça, comment est-ce qu'on fait pour calculer la perte d'activité liée à des talents ou des riches qui quittent la France? Vous êtes obligé de prendre des clés de répartition, vous êtes obligé d'appliquer des règles de calcul, une convention que vous allez vous-même inventer dans le cadre de votre travail. Moi, j'ai pris 100 000 euros de PIB, mais en réalité, c'était extrêmement conservateur. Vous avez plutôt un ratio d'1 million de chiffre d'affaires par salarié dans certains secteurs. Donc, Et vous vous arrivez à quelle voyez, conclusion alors? Vous arrivez à quelle conclusion? ah bah, j'arrive à la conclusion de 90 milliards d'euros de perte de recettes fiscales annuelles. Oh, ça paraît beaucoup, dis donc. Eh ouais, mais c'est Et considérable. ils sont petits joueurs chez Rexecode, là. Mais attention, on ne prend pas que les 20 000 dans ce calcul-là, Les d'accord? gros On ne prend pas contribuables. que les 20 Ouais. 000 contribuables. On prend une base infiniment plus large de tous les Français qui partent. Et là, si vous voulez critiquer ces postulats, et vous aurez bien raison de le faire, la première critique qui vient, c'est « Mais Charles, il y a forcément des gens qui seraient quand même partis. » Et oui, et vous avez tout à fait raison. Alors, comment calculer et faire la répartition très précise entre ceux qui seraient partis quand même parce que ils ont trouvé l'amour ailleurs, etc., etc., et puis ceux qui sont partis pour des raisons économiques ou parce qu'ils en avaient marre ou parce qu'ils trouvaient le climat trop pesant, etc., c'est quasiment impossible. Donc c'est pour ça que je vous dis, vous êtes dans de l'estimation, mais là où Rexecode a complètement raison, c'est que le montant de l'ISF est tellement faible par rapport à son aspect psychologique repoussoir qu'il est évident que c'est un impôt qui est contre-productif. Et encore une fois, ce n'est pas un taxe en plus aujourd'hui que nous réussirons à résoudre le problème des inégalités. Et encore une fois, je m'intéresse énormément au problème des inégalités. C'est un sujet qui est fondamental parce que l'économie doit être au service des hommes et pas l'inverse. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. La réalité, c'est que, encore une fois, les inégalités, David, ce n'est pas que les inégalités de traitement et de revenus, c'est avant tout toutes les autres inégalités, c'est elles qui pèsent, parce que sinon, je vous assure que nous sommes fiscalement le pays le plus égalitaire au monde. Nous ne devrions quasiment avoir aucune inégalité en France, vu notre taux de dépenses publiques et vu notre dette, Ouais. David. Et pourtant, on a entendu parler pendant les débats budgétaires, qui sont a priori maintenant terminés, de taxation des patrimoines des riches, de taxes Zuckman, de taxes bidule. Donc on n'a toujours pas compris alors.
Non, on n'a Parce toujours que pas compris, moi, ce que David, j'aimerais juste, c'est quoi? J'aimerais que l'INSEE puisse nous documenter sur voilà, le départ des contribuables français, fortunés ou plus ou moins fortunés. Eh bien oui, ça affaiblit la production hexagonale, la création de richesses, et donc Ouais, mais c'est trop, qu'on soit David. Tous les documenté autres en fait pays, là-dessus. tous les pays qui avaient un ISF l'ont supprimé. Bon, voilà, il y en avait Ah, ça 12 c'est en vrai, Europe, ça. ils l'ont tous Ça supprimé. c'est Bon, vrai. Peut-être qu'ils donc ils savent l'ont tous. remplacé par autre chose aussi, hein. Non, non, mais je vous dis pas que vous pouvez pas augmenter de 2 points le barème de l'impôt progressif. J'ai pas de sujet là-dessus. Je vous dis juste que de toute manière, vous pourrez mettre, nous passons de 1 à 18, à 1 à 3 après redistribution, David. Nous n'avons pas de problème d'impôt. Nous avons un problème intellectuel et dans la typologie de nos différentes dépenses publiques. Et surtout, David, nous ne voulons pas voir les inégalités pour ce qu'elles sont réellement et elles ne sont pas économiques. L'inégalité économique, c'est le symptôme qui arrive à la fin. Mais la maladie, c'est l'inégalité sociale, c'est l'inégalité éducative, c'est l'inégalité comportementale, c'est tout ça et c'est toutes ces inégalités que vous avez là qui entraînent au bout du compte une inégalité économique parce que les gens n'arrivent pas à travailler, n'arrivent pas à bien se former, n'ont pas leur permis de conduire parce qu'ils sont toxicomanes, parce qu'ils sont dans une addiction, parce qu'ils n'ont pas fait d'études, parce qu'ils dépensent trop d'argent, parce qu'ils ils sont en surendettement, parce qu'ils sont surconsommateurs. Bref, vous avez quantité de raisons pour lesquelles... Et tiens, et je vais prendre celle-là parce que ça, c'est une inégalité dont on devrait parler. Ça devrait alimenter le débat public de toutes nos bonnes âmes. Nos concitoyens musulmans, par exemple, refusent, pour des raisons religieuses parfaitement estimables, de ne pas avoir recours à l'emprunt parce que l'intérêt est quelque chose d'interdit dans l'islam depuis le début de l'islam. Ça veut dire que vous avez des millions de concitoyens musulmans en France qui ne peuvent pas avoir recours au crédit et donc qui ne peuvent pas avoir un parcours résidentiel classique, qui ne peuvent pas investir dans une entreprise de manière traditionnelle telle que le font les autres citoyens français. Donc là, vous avez par exemple une source d'inégalité économique qui peut avoir des conséquences qui vont se mesurer en termes de revenus, d'écart de revenus, et auxquelles on n'adresse aucune réponse politique. Et donc, vous voyez, les inégalités, en fait, c'est ça. Et le problème, David, pour reboucler avec votre question, qui était sur mais pourquoi on n'a pas les bons chiffres pour l'ISF, etc., eh bien, c'est parce que tout ça est tellement politique, ça fait tellement peur d'aborder ce type de sujet que personne n'ose dire eh ben cet impôt il est complètement contre-productif et l'inégalité c'est pas une question de fiscalité si vous avez 15 millions de Français qui peuvent pas recourir à l'emprunt de manière traditionnelle pour investir ou pour devenir propriétaire et donc vous allez avoir plus de maintien en HLM, moins de rotation, etc. Donc tous les problèmes vont se lier de cette manière-là. Les inégalités, elles ne sont pas économiques. Ça, c'est la conclusion. Mais les causes ne sont pas économiques, c'est tout le reste. Et ça, la puissance publique ne s'en occupe pas. Et c'est ce qui explique l'inefficacité de nos politiques publiques françaises. Allez, merci Charles. Point de vue signé Charles Sana, fondateur du site Insolencia. Merci Charles et bonne semaine. Merci David. Ciao.